Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Toujours dans cette série Je m'en souviens, nous nous consacrons à Montréal-Ville-Marie, chers auditeurs, dans le cadre de cette fête qui marque le 375e anniversaire, dont le nom de Maisonneuve, je le répéterai jamais assez, et celui de Jeanne Mance ne sont pas souvent prononcés. On est à l'heure des pétards, des pièces pyrotechniques, du rock'n'roll, des guitares, du plaisir, des projections électroniques, bref, de la superficialité, et jamais le pourquoi de la naissance et qui nous a donné cette ville. C'est triste, lamentablement triste. Un événement important dans notre histoire. Je vous parlais de Marguerite Bourgeois, sa ténacité, les premiers habitants de Ville-Marie qui avaient à combattre combien d'éléments. Ce qui va nous sauver, je vous ai nommé Dollard des Ormeaux, un brave qui a été descendu par la rectitude et l'hypocrisie et la déformation historique. Il y a aussi deux autres éléments qui vont nous sauver et faire en sorte que nous existons encore, le régiment de Carignan qui s'amène pour mater les Iroquois et l'arrivée des filles du roi, dont la méchanceté a fait croire que ces filles étaient des prostituées. Il n'en est pas du tout, mais pas ainsi, c'est encore de la méchanceté de ceux qui œuvrent à nous rapetisser. Les filles du roi, ce sont les mères de Ville-Marie, ce sont les mères de la Nouvelle-France, ce sont les mères du pays, ces filles du roi. Sans elles, il n'y aurait pas eu de Ville-Marie, parce qu'il n'y aurait pas eu de Montréal non plus. Le déséquilibre entre les sexes était spectaculaire avant leur arrivée, je le disais, 19 hommes pour une femme, imaginez. Les femmes sont si rares que leur importance en est, pour ainsi dire, accrue. Les quelques femmes des commerçants de Ville-Marie, comme Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, dont on a parlé plus tôt, laissent leur empreinte dans la ville. Mais les hommes qui arrivent en Nouvelle-France, ils viennent par esprit d'aventure, faire un peu d'argent peut-être, pour courir la chance de s'enrichir. Mais il n'est pas très tentant de s'installer à Ville-Marie à cette époque pour y fonder une famille avec les risques. Comme on l'a dit, lorsque Marguerite Bourgeois arrive à Ville-Marie, elle doit renoncer à fonder une école parce que tous les enfants sont morts ou presque. Alors pour donner des épouses aux hommes qui seraient tentés de rester pour la colonie et faire des enfants, eh bien, le roi Louis XIV demande aux prêtres de recruter des orphelines. Voyez-vous? De recruter les prêtres. Trouvez-nous dans les couvents des orphelines prometteuses. Non pas, comme certains l'ont dit, de trouver des prostituées. On trouve des orphelines cherchées par les directrices d'école du temps. C'est incroyable, hein, quand on pense à cette déformation épouvantable pour nous salir. Alors, toujours est-il, elles vont recruter des orphelines, ces religieuses, qui préfèrent troquer une misère quasiment garantie en France contre la possibilité d'une nouvelle chance en Amérique, avec une dot de 50 livres fournie par Louis XIV. Alors, pas question de lancer ces jeunes femmes sitôt débarquées du bateau dans les bras de colons trop pressés de les accueillir. C'est à la ferme Saint-Gabriel, à la Pointe-Saint-Charles, que Marguerite Bourgeois les accueille. Elle est encore là debout, cette ferme. Vous pouvez y aller un de ces bons dimanches ou un jour de la semaine visiter ces lieux qui vous parlent. Les fantômes sont encore là présents. De toute beauté, cette ferme, cette métairie, comme on l'appelait. C'est là que Marguerite Bourgeois reçoit ces jeunes filles. Et elle veille à ce que chacune maîtrise un minimum des techniques ménagères ou agricoles, parce qu'il faut nourrir les familles et la terre est nourricière.
Alors, rapidement, elles devaient trouver un mari, ce qui leur sera pas très, très difficile à trouver, étant donné le ratio homme-femme. Mais bien sûr, elles préféreraient les hommes installés qui avaient des biens et une ferme, mais ce n'était pas toujours le cas. Pendant longtemps, les conquérants ont injustement traité les filles du roi de prostituées importées de France et répétées par nos médias avec leur ignorance qui n'ont rien vérifié. Tout ça, c'était pour dénigrer notre peuple de Canadiens français que nous étions à l'époque. Cette fausseté est encore aujourd'hui colportée par des gens qui met mal à l'aise l'aspect brutalement marital de ces existences. Les filles du roi, des femmes à faire des enfants, des machines à faire des enfants. Mordecai Richelieu l'a repris dans un langage assez vulgaire et pourtant la canaille l'a remonté au haut du pavé du palmarès parmi les grands producteurs de belle littérature. Toujours est-il que on a colporté donc des choses qui font mal et rendent mal à l'aise l'aspect brutalement marital. Mais il y a nos bons cinéastes qui aiment faire des films pas regardables, misérabilistes, n'ont pas pensé encore à créer justement un film sur la vie de Marguerite Bourgeois et des filles du roi à la Pointe-Saint-Charles. S'il y en avait un de ces films, ce serait probablement un brûlot féministe. Nous sommes incapables de regarder cette époque en face et nos aïeux pour ce qu'ils étaient vraiment, des êtres humains courageux travailleurs. En tout cas, l'arrivée de ces mères de la maison de Saint-Gabriel, l'arrivée de ces mères de la nation, c'est comme ça qu'on les a appelées aussi, donc vont donner leur première mission de grossir la population française chez nous. Bientôt, on ne parlera plus des Montréalistes, ainsi comme on les appelait à l'époque de Ville-Marie, mais des Montréalais. Je vous disais donc au cours de ce récit que deux événements vont sauver la nation, les mères de la nation que sont les filles du roi, Dollard des Ormeaux qui a sauvé Ville-Marie, mais l'autre événement, parallèle aux filles du roi, c'est la venue du régiment de Carignan qui arrive ici vers 1665 pour mater une fois pour toutes les répétitions d'attaques des Iroquois autour du fort de Ville-Marie, ou à Sorel, ou encore à la Chine, un peu plus tard, ou encore à Québec. Alors les historiens vont lever les yeux au ciel avec exaspération en m'entendant utiliser l'expression « fille du roi » pour désigner les militaires, eh bien je les appelle, moi, les fils du roi, du régiment de Carignan-Salière, qui est venu sauver la jeune colonie par les armes. Ça se passe en 1665. C'est une manière de vous faire comprendre une réalité peu connue. Ces soldats guéris, expérimentés,
sont arrivés pour se battre et ont fini dans un cas sur 3. C'est bien peu, mais ça a été ça au moins, pour fonder une famille. Avec qui? Surtout avec les filles du roi. Alors, voyez, on a décidé, en restant ici, le tiers des 13 ou 1400 soldats qui sont venus ont décidé, en héritant de terre, de s'installer autour du fort Chambly, près de Carignan, dans cette région, et à Montréal, et comme il y avait des filles du roi disponibles, d'en marier. Alors, le déficit de la population était tellement criant à l'époque que Talon, je vous disais, écrivait constamment à Paris, et puis envoyez-nous des femmes. Paris répondait marier des Indiennes. On a vu pourquoi ce n'était pas si facile que ça. Alors va donc arriver ce régiment qui comptait à peu près 1300-1400 soldats, des gars quand même avertis, des costauds. Parmi les noms devenus familiers pour nous, il faut citer les Bégin, les Sorel, les Varennes. Voyez-vous, vous voyez ces noms, vous prenez en auto, Sabrevoix, vous ne savez pas pourquoi ça s'appelle ainsi, Saint-Ours, etc. Eh bien, ce sont les soldats du régiment de Carignan qui se sont enracinés avec les filles du roi. Ils deviennent donc les fils du roi. La colonie, sans eux, se serait carrément éteinte. Ou du moins, en tout cas, Québec et Trois-Rivières auraient pu survivre, mais pour combien de temps? Montréal aurait sombré, c'était inscrit dans le ciel, surtout au fil des massacres. Alors, à cette époque, les autorités de la Nouvelle-France veulent d'autant plus favoriser les mariages entre Français et les Autochtones. Mais je vous l'ai répété et re-répété, ce n'était pas facile à cause, justement, du non-sédentarisme des Algonquiennes ou des Belles-Huronnes. C'était des nomades. Les Iroquoiennes, les Iroquoises, étaient effectivement sédentaires, ils cultivaient le blé d'Inde, mais ça se donnait qu'ils étaient du côté de nos ennemis. C'était plus difficile à marier. Alors, on va donc essayer d'intégrer ces Français à ces filles du roi pour qu'ils s'adaptent à la géographie de Ville-Marie de la Nouvelle-France. Mais il va y avoir un problème aussi. On veut éduquer les petits Indiens. Les Français sont mêlés aux petits Indiens dans les classes de Marguerite Bourgeois. Et ça va faire dire qu'on attrape la maladie de la liberté en voyant les petits Indiens, qui, eux, de l'espace, ils en ont. Qui, eux, des règlements, ils n'en ont pas tellement. Qui, eux, la nature est leur compagnon. Le déplacement n'est pas un problème. Et aussi, les relations sexuelles sont assez généreuses. Alors, Marie de l'Incarnation et d'autres vont dire que ça n'a pas de bon sens. Des fois, on aimerait faire un Français avec un Indien, et voilà que le Français devient plutôt sauvage qu'un sauvage devient un Français. Donc, il y a eu les filles du roi et aussi les fils du roi qui sauvent la colonie. 2 éléments importants à retenir dans notre histoire, mes chers amis. Ces 2 événements, la venue des filles du roi et la venue des fils du roi, c'est-à-dire le régiment de Carignan-Salière, qui vont marier des filles du roi, faire des familles de 8, 10, 12 enfants, en perdre souvent, mais quand même sur la loi du nombre, grossir la population de Ville-Marie. Les fils du roi, donc les soldats, vont repousser les Hollandais de la Nouvelle-Amsterdam, qui s'appelait ainsi avant la création de New York, et vont repousser par conséquent, en s'attaquant aux Hollandais, les Iroquois Itou, ce qui parachèvera l'œuvre de Dollard des Ormeaux, qui s'était sacrifié avec tous ses hommes à la bataille du Lonceau 5 ans plus tôt. En réalité, chers amis, si nous fêtons les 375 ans de Montréal, aujourd'hui en tout cas, c'est en partie grâce à ces soldats recyclés en pères de famille qui parfois se rendaient à la ferme Saint-Gabriel, à la Pointe Saint-Charles, pour faire des politesses aux filles du roi que formait Marguerite Bourgeois et offrait des futures femmes pour être des mères solides qui sont nos ancêtres à nous. Jusqu'à la conquête 1763 avec le traité de Paris
Eh bien, jusqu'à la défaite aussi des Patriotes, 1838, les Canadiens descendants de ces soldats se font une réputation de terribles guerriers, très proches des Amérindiens. Ils ont appris les techniques indiennes des Hurons, des Algonquiens, des Abénakis. Ils ont appris à se battre. Ils deviennent tellement redoutables que les Américains ont peur des nôtres. Et les Anglais aussi. C'est ce qui explique comment une si petite population a pu occuper l'essentiel du nord de l'Amérique et tenir tête à 13 colonies anglaises hostiles pendant si longtemps. Alors, comme vous voyez, au début de la colonie et à Ville-Marie, il y a beaucoup de sacrifices. J'ai parlé de l'abnégation des soldats du régiment de Carignan-Salière qui restent ici, fondent des familles, réussissent à sauver la nation. L'abnégation des filles du roi qui s'amènent, sont orphelines, s'installent dans une terre étrangère hostile, réussissent à fonder des familles et assurer notre existence. J'ai parlé de Dollard Desormeaux, qui a été l'objet, encore une fois, d'ironie par les révisionnistes de notre histoire, et le sacrifice de ce dernier n'a pourtant d'égal que l'ingratitude qui lui sera par la suite réservée, attitude révélatrice d'un Québec amnésique qui renie ses origines. L'historien Lionel Groulx a bien essayé d'ériger Dollard Desormeaux, parce que j'ouvre une parenthèse, c'est les gens qui nous ont sauvés, donc d'ériger Dollard Desormeaux en héros, au même titre que les Américains ont été capables avec Davy Crockett, mort au fort Alamo, au Texas, écrasé par le poids d'une armée mexicaine. Pourtant, Dollard Desormeaux a eu affaire, aussi les documents le prouvent, à un sacrifice encore beaucoup plus difficile, et sa témérité, même s'il perd la vie, va donc sauver la colonie. Et heureusement, on a inauguré un beau monument au parc La Fontaine en 1920, et j'espère qu'il va être encore là pour des années à venir, même si cette statue devra avoir droit à une cérémonie grandiose pour son centenaire en 2020, puisqu'il a été installé en 1920. Alors, gageons à l'avance que non. Et évidemment, pour avoir parlé de tout ça, de cet enracinement, de cette prise de conscience pour créer une nation qui va quand même commencer à s'épanouir, on s'aperçoit avec le temps, la tentation du commerce de la fourrure va faire divaguer l'aspect religieux de Ville-Marie, et ces fous et ces folles de Dieu vont perdre de l'influence par rapport à l'arrivée et la montée et le rayonnement de l'industrie de la fourrure. Montréal deviendra la métropole mondiale de la fourrure. Et petit à petit, le nom de Ville-Marie va disparaître aux dépens de Montréal.
À l'été 1667 se tient d'ailleurs, à propos de la fourrure, à Ville-Marie, la première foire annuelle des fourrures, qui accueille, en tout cas par centaines, des Amérindiens, des coureurs des bois, des commerçants, des vendeurs de produits manufacturés en Europe, qui viennent ici parce que Montréal a déjà une grande réputation de métropole de la fourrure. Alors on s'y amène parce que cette fourrure, ce vêtement, est très prisé en France par les grandes dames de la mode, que ce soit même à Boston chez nos ennemis, que ce soit même à Londres chez nos ennemis, et à Paris, et Paris étant la ville de la mode, alors la demande devient de plus en plus croissante et Montréal joue un rôle de premier plan dans l'exploitation, si on veut, de cette industrie. La première foire annuelle des fourrures a lieu en 1667 et elle annonce tranquillement, pas vite, l'élimination de l'expression Ville-Marie en faveur de Montréal. Mais la véritable foire et l'entente, ça va être justement la Grande Paix de 1701 de M. Hector de Calière qui arrivera plus tard, mais lui, ce sera une opération diplomatique. Donc, il va envoyer tous ces coureurs des bois, ces éclaireurs, dans les différentes tribus de l'Amérique du Nord pour leur dire qu'il faut que vous veniez à Montréal. On veut signer une grande paix pour faire du commerce. La fourrure étant l'élément de base, nous allons faire de cette ville une véritable métropole, titre qu'elle obtiendra au fur et à mesure que le temps évoluera. Alors, la fourrure devient l'élément qui déclasse tranquillement pas vite le titre de Ville-Marie. Alors, on le voit, au 17e siècle, les Montréalais sont enivrés de foi et non de vin, et ils pensaient être les détenteurs d'une mission, d'évangéliser les Indiens. Ça ne réussit pas tellement. La ville est d'abord et avant tout un projet catholique, fondé sur le rêve d'une utopie chrétienne, consistant à convertir les Amérindiens et à former avec eux une seule race de bons croyants heureux qui donneront des leçons à l'Europe corrompue et mécréante, et de créer une race de Canado-Indiens, si on veut, un peu comme Pontiac le souhaitera plus tard, des Français amérindiens. Cependant, la ville a aussi besoin d'argent. Vous le saviez bien, hein? La solution, ce sont les fourrures. Mais les coureurs des bois, ces gaillards aventuriers, souvent devenus polygames au gré de leurs excursions et qui se convertissent partiellement aux us et coutumes des Amérindiens, ne sont pas des tenants du catéchisme. Et on se méfie du négoce, on se méfie de l'esprit de lucre. Ville-Marie la pure se veut désintéressée et non assoiffée de profit. Et pourtant, la fièvre de la fourrure va gagner. Elle va gagner plusieurs habitants qui désertent parfois leurs terres pour devenir des coureurs des bois à la recherche de peaux qui valent une fortune. Alors de Ville-Marie, on passe vers le lac Ontario, où les Amérindiens parlent d'une grande étendue d'eau au nord, la baie d'Hudson, qui, là, il y a bel et bien une multitude de toutes sortes de fourrures. Ça va devenir le Klondike des temps de la colonie. Là commence, c'est triste à dire, l'acculturation des Amérindiens. Et rapidement, en échange de fourrures, ils vont intégrer les produits européens modernes à leur vie quotidienne, dont l'alcool, hélas. Bien que l'alcool soit illégal,
illégal d'en vendre en tout cas, fait partie des biens convoités par ces nations qui supportent très mal l'alcool, font des bêtises une fois sous, mais se voient devant des coureurs des bois offrir une bouteille en échange d'une peau quelconque, eh bien ils succombent à la tentation. On peut dire que Ville-Marie, la commerçante, ou Montréal, la commerçante, devrais-je ajouter, apparaît graduellement au détriment du nom de Ville-Marie la pure, entre les années 1667 et 80, où chaque été la foire aux fourrures revient en force. Alors ce rendez-vous de traite et de marchandage, mais aussi de festivités, est l'ancêtre de nos grosses patentes commerciales estivales telles que nous les connaissons, la semaine de ci, puis le festival de ça, puis le festival de cela, puis le festival du jet-set, puis la décadence matérialiste, et puis tout ça pour les beautés vénales du Grand Prix. Ça vous donne une idée comment les fêtes se sont dénaturées. Voilà, c'est ainsi que ça se termine, mes chers amis. Il faudra bien que dans un prochain volet, puisque je suis toujours dans le régime français de Ville-Marie, vous parle encore d'autres événements de cette période avant de passer à la période britannique et moderne. Je n'oublierai pas, bien sûr, les gens de la Chine, ce massacre qui est un bain de sang oublié dans l'enseignement de l'histoire. Et je m'attarderai également sur ces réunions des Premières Nations. Les Nations Unies devraient s'établir à Montréal, puisque c'est Hector Cadière qui a été le premier à réunir toutes les nations du temps chez nous.